Salut à toi, bienvenue sur la Piraquerie. Dans cette vidéo, je vais créer un site WordPress de A à Z et je vais tout te montrer pour que toi aussi tu puisses le réaliser pour n'importe quelle entreprise. Je te rassure de suite, créer un site WordPress ne nécessite pas forcément de compétences techniques et de longues études. Tu vas pouvoir le faire toi aussi en même temps que moi avec les outils que je vais te proposer. Tout est relativement simple, il suffit de cliquer, pouvoir installer telle ou telle chose, connecter telle ou telle solution, créer une page web. Tu vas voir, c'est accessible à tous, pas besoin d'être des développeurs pour créer un site WordPress. Je maintiens cette affirmation, ça fait 10 ans que je fais des sites WordPress pour des entreprises, pour mes propres business, et je ne suis pas développeur, je ne sais pas coder grand chose, même si aujourd'hui avec l'expérience j'arrive à faire 2-3 trucs pour bidouiller. Je vais tout te montrer pas à pas pour que tu puisses le faire dans le bon ordre, avec les bons outils. Je te propose de commencer, c'est parti, let's go. Avant de commencer sur quoi que ce soit, on va en quelques secondes comprendre comment fonctionne le web, un serveur, un nom de domaine, un site web. Tout d'abord, on va partir d'une recherche utilisateur pour qu'il accède à ton site web. Pour accéder à ton site web, l'utilisateur va utiliser un navigateur web, qui est une solution qui permet de se connecter à Internet avec ton fournisseur d'accès, bien évidemment, parce que sinon, tu n'as pas accès au web. Donc le web, qu'est-ce que c'est ? Du coup, c'est un ensemble de serveurs. Donc c'est un ensemble d'ordinateurs, dont le tien au final, qui est aussi un ordinateur, mais qui est considéré comme un client utilisateur via le navigateur, et qui peut du coup se connecter à tous les serveurs interconnectés sur la planète. Et c'est l'interconnexion de tous ces serveurs par des câbles physiques, c'est-à-dire que chaque serveur, chaque pays possède des grosses databases qui sont connectées par des câbles. Par exemple, entre la France et les États-Unis, il y a un câble sous-marin. Et tout ça, ça crée Internet. Tous ces serveurs comprennent donc des données et ils hébergent notamment ce qu'on appelle des sites web et qui sont en fait un ensemble de fichiers, de pages web qui sont connectés sur des noms de domaine. Un nom de domaine, c'est quoi ? C'est comme une adresse. Donc quand quelqu'un tape le nom de domaine d'un site, eh bien il rentre dans le domaine et à partir de là, il peut naviguer au sein de ce site et même de ce site aller sur d'autres sites via des liens qu'on appelle des liens URL avec le protocole HTTP qui est le protocole qu'on utilise aujourd'hui pour le web. Donc un site web, c'est très simple. C'est connecté à un nom de domaine pour qu'il ait une adresse. On a des fichiers qui vont stocker par exemple les images, des lignes de code et puis on aura une base de données qui va stocker pas mal de choses, des informations sur les clients, des informations sur tes pages, tes textes du site, etc. Tout ça va être stocké de façon intelligente pour que, quand quelqu'un accède à ton site, les fichiers et la base de données créent une alchimie qui crée ton site. C'est l'objectif d'un CMS, Content Management System, dont WordPress fait partie. Et WordPress, son travail, c'est de créer des fichiers et une base de données, de se connecter à un domaine pour créer un site web, et de s'occuper de cette partie en fait que tu n'aies pas besoin de toi faire toutes ces interconnexions, d'aller dans les bases de données, etc. Et que tu aies simplement à créer tes pages, mettre des fichiers, des images, mettre des fonctionnalités et que ça s'affiche bien pour le visiteur. Et donc c'est pour ça qu'il faut un hébergement web. Un hébergement web, c'est un serveur qui va pouvoir stocker des données, avoir une base de données, se connecter à un nom de domaine, et donc pouvoir créer une fameuse adresse, une maison sur laquelle on aura la possibilité de faire venir des gens. Donc tu pourrais très bien héberger chez toi ton site, donc il faudrait que tu connectes ton ordinateur toute la journée ou un ordinateur à part au web et que via des protocoles tu sois considéré comme un serveur et dès lors que tu éteindrais ta machine ou autre, ton site serait déconnecté d'internet. De plus, ceci demande une infrastructure, un savoir-faire qui est parfois trop technique pour le commun des mortels et le commun des mortels n'a pas forcément le temps de s'occuper de son propre serveur, surtout pour un petit site web au départ. Après, c'est quelque chose qui se réfléchit, même si la plupart des sociétés sous-traitent cette partie-là. Et ce qu'on va faire, c'est comme la plupart des sociétés. On va sous-traiter cette activité d'hébergement pour qu'on ait à peu près rien à faire et qu'on ait juste pouvoir à travailler sur notre WordPress et qu'il soit bien en ligne. Moi, j'utilise un hébergeur qui est Infomaniac. Il existe plein d'autres hébergeurs, mais avec les années, c'est celui qui est pour moi le plus qualitatif, le plus économique, le plus professionnel. Il y a un service client, l'interface est excellente, quelqu'un de novice va pouvoir totalement l'utiliser. Si tu souhaites utiliser Infomaniac, que je te recommande très fortement, tu peux passer par le lien en description, qui est un lien de parrainage,
Donc on va commencer, donc il faut que tu trouves quel type de domaine tu veux. Tu peux utiliser des mots-clés dans ton domaine ou pas, franchement, ça, forcément oui, ça va aider, mais c'est pas non plus grave si ton nom de domaine ne possède pas les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner. Si par exemple tu vends des casquettes, s'il n'y a pas le mot casquette dans ton nom de domaine, c'est pas très grave, ça peut être le nom de ta marque. Donc ce que je peux te conseiller, c'est qu'il soit le plus court possible, évite les trucs à rallonge, quoi. Et donc voilà. Alors voilà, donc on voit bien que le domaine piracry.com est disponible. En fait, j'avais acheté que le .fr. Il me dit que là, voilà, c'est disponible. Donc je vais de ce pas le commander. Donc on voit que c'est 7 € par an. Suivant. Donc là, il propose le DNS. Donc le DNS, c'est pour que ton site soit plus performant à l'international. Ça va permettre de faire ce qu'on appelle des miroirs. Moi, je ne veux pas de DNS pour l'instant. Et ensuite, il propose, si on veut, des adresses email. Donc ici, on a une adresse email gratuite. Puis, et si tu veux 10 adresses email, ce sera 2 € par mois. Moi, ça me suffit, une adresse email. Ensuite, partie serveur, c'est là que tu vas pouvoir choisir ce que tu veux. Ici, tu vas avoir la possibilité d'avoir un serveur très classique qui te permet juste de faire de l'email, si je peux faire plus simple, et de stocker 1 giga, mais tu pourras pas faire de site web avec ce genre de choses. Ensuite, on a le web hosting, c'est le fameux serveur mutualisé, donc ils le disent pas comme ça, mais c'est mutualisé. Et ensuite, on a le Managed Cloud Server, là où c'est vraiment un serveur dédié. Et donc, on voit bien que c'est relativement plus cher, puisque un serveur mutualisé, c'est 4,60 € par mois, et 29 € par mois, un serveur dédié, et pour une différence vraiment qui ne servira pas si, encore une fois, c'est ton premier site, que tu vas le développer tranquillement. Tu pourras, dans tous les cas, demander à Infomaniac ou ton hébergeur de passer sur un dédié lorsque tu sentiras que tu en as le besoin, mais clairement, tu peux rester sur un web hosting classique. Donc là, il te propose des garanties de renouvellement. Ça, c'est un peu de l'arnaque, je trouve. Il n'y a pas besoin. Tu renouvelles ton truc automatiquement, il n'y a pas de souci. C'est juste pour te faire des alertes. Donc là, je vais masquer pas mal de données dans cette page-là parce que c'est la page de paiement. Il n'y a rien d'exceptionnel à trouver, si ce n'est que il faut payer, quoi. Donc par carte bancaire, si tu le peux. Et puis c'est tout. Donc j'ai réservé mon domaine. Toi, si tu as pris un hébergement, tu auras ton domaine et ton hébergement. Et ensuite, on va pouvoir voir comment on l'utilise, tout ça. Alors je vais aller dans mon menu Infomaniac, on va se retrouver sur la partie Web Hosting, dans laquelle on va voir un peu les serveurs qu'on a à disposition. Donc là, moi j'ai plusieurs serveurs, et je vais installer le WordPress en fait dans mon serveur. Donc toi tu auras le tien, tu peux les renommer si tu en as plusieurs, que tu veux les scinder, si tu as plusieurs clients ou autre projet que tu veux vraiment disperser dans des serveurs pour X raisons. Mais par exemple sur un serveur mutualisé, tu peux très bien avoir plusieurs WordPress, hein. Après bien évidemment ça va impacter la performance que t'alloues l'hébergeur dans le mutualisé, mais tu peux très bien avoir plusieurs WordPress dans un mutualisé. On retrouve ici une interface avec plein d'options. Le but de la vidéo, c'est pas de manager un serveur. On y reviendra dessus pour plusieurs raisons, mais pour le coup, là, on va tout simplement ajouter ce qu'on appelle un site. C'est ce qu'il y a tout simplement. Et on va aller chercher le nom de domaine que on a acheté. Hop, donc je vais aller chercher mon nom de domaine. Donc là, je te masque parce que j'ai 1 milliard de noms de domaine. Parce que j'ai plein de projets. Et je valide tout simplement, et donc il va dire qu'il crée le site, c'est-à-dire qu'il va créer l'espace dans ton serveur pour pouvoir en fait avoir un site web, puisque il faut faire des paramétrages. Et ça, c'est typiquement des choses que à l'époque on devait faire manuellement, et c'était un peu compliqué. Il fallait vraiment connaître les bases de données, le FTP, toutes ces notions de création de serveurs Apache, c'est des notions techniques qui sont vraiment pour des développeurs, voire des techniciens système informatiques. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a réussi à automatiser ces notions-là. C'est pas grave si tu ne les connais pas. Donc là, j'ai mon site en fait qui est installé. C'est-à-dire que si on va sur le domaine pirac.com, oui, je vais accéder à quelque chose, mais il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il est en construction, mais en fait, c'est parce qu'on n'a rien installé, quoi. Donc, on va installer une application. Donc, ici, je me retrouve voilà, dans mes sites, gestion des sites. Tu cliques sur ton domaine, ton site, donc il y a le nom de ton domaine, et on va installer un WordPress. En toute chose, il faut toujours installer un certificat SSL. Comme ça, tu vas avoir directement ton nom de domaine avec le petit cadenas. Parce que tu vois, si je vais dessus, là,
il y a marqué qu'il est not secure, c'est-à-dire que j'ai pas le certificat SSL. Le certificat SSL, c'est tout simplement un protocole qui permet d'installer donc dans ton site un fichier qui va s'assurer que tu respectes certaines normes, et donc pour les navigateurs c'est bien, et donc tu auras le petit cadenas, et c'est très important pour plein de raisons. Donc on va l'installer, et on va installer un certificat SSL, c'est gratuit, sauf chez Yonos, l'ancien One and One, où ils arnaquent un peu les gens en mettant des certificats payant, alors que c'est quelque chose qui est totalement gratuit et que tu pourrais faire à la main sans passer par ça, mais encore une fois, on peut l'automatiser. Donc on choisit, alors il y en a des payants, parce que c'est des certificats beaucoup plus avancés, c'est des certificats que tu payes, donc ils vont te donner plus d'autorité, mais sinon c'est pas très grave, tu peux prendre le free Let's Encrypt, c'est le certificat SSL traditionnel que tu utilises en général sur les sites, la plupart des sites ont celui-ci. Et donc voilà, là, si je vais sur mon domaine, je vois bien que j'ai le certificat qui est signé par Let's Encrypt. Ça peut prendre quelques secondes. Donc en fait là c'est en train de se générer, c'est pour ça qu'il y a des endroits où il me dit qu'il est connecté, d'autres non, donc il faut attendre quelques minutes. Mais normalement on va l'avoir là. En fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper le nom de domaine en HTTPS, et on a bien le petit cadenas. Si je mets le HTTPS qui est le protocole SSL, j'ai le cadenas. Donc ça fonctionne. Si tu n'as pas le protocole SSL, il va quand même si tu mets le S, il va te dire qu'il n'est pas sécurisé. On installe WordPress. Donc on clique sur installer. Alors pardon, je suis allé un peu vite. Ici, tu vas sur aucune application installée pour le moment, donc installer. Et ici, tu auras tous les CMS possibles en fait prêts à être installés. Donc nous, on installe WordPress ici. Clac. On va donner. Donc là, je vais flouter pas mal d'informations parce que c'est les données d'installation de mon site, donc c'est un peu confidentiel. Donc en gros, tu mets l'URL du site sur lequel tu veux installer WordPress, donc automatiquement il récupère sur le site où tu étais, le nom de ton site, donc ça c'est pour toi, c'est pas pour l'utilisateur. On met le nom d'utilisateur, de connexion administrateur, un mot de passe. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est mettre installation avancée. Tu peux décocher, importer le contenu de démonstration du thème, comme ça il te mettra pas des trucs qui servent à rien, et tu auras un WordPress, disons, natif. Tu peux cliquer sur installer, c'est à peu près tout, et à partir de là, il n'y a plus qu'à attendre, on se retrouve une fois que c'est terminé. Quand l'installation est terminée, je me retrouve donc dans tous mes sites web, j'ai accès aussi donc au site web que j'ai installé, pirac.com, je vais pouvoir aller sur configurer. Ce qu'on va faire désormais, une fois que c'est installé, tu n'as plus qu'à, dans la barre d'URL de ton navigateur, tu tapes ton nom de domaine, et tu devrais tomber sur quelque chose comme ça, avec un WordPress déjà installé. Donc là, si tu arrives sur une page comme ça, avec Hello World par exemple, ou autre, ça dépend de ton hébergeur encore une fois, mais on voit bien qu'ici c'est WordPress, eh bien tu n'as plus qu'à, et ça c'est très important, à faire /wp-admin dans le nom de domaine pour pouvoir accéder à l'administrateur. Ça c'est le truc de base de WordPress, tous les WordPress possèdent cet accès administrateur, et donc ici tu vas pouvoir te connecter à l'interface d'administration de ton site. Donc tu n'as plus qu'à remettre les identifiants que tu avais mis sur Infomaniac. Alors, me voici sur mon WordPress. Donc là, on est bien sur l'interface d'administration de WordPress. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le petit tour de l'interface. On va aller aussi faire un petit remise à zéro parce que les hébergeurs aiment bien t'installer des trucs de base. Moi, j'ai par exemple Divi. Je vois plein de choses ici, des extensions qui sont déjà installées alors que je ne les veux pas. Et donc, on va aller tout simplement remettre un peu à zéro, ça nous permettra aussi de faire un peu le tour de l'interface. Déjà, pour bien comprendre WordPress, je propose de schématiser un peu comment fonctionne WordPress. WordPress, c'est ce qu'on appelle un CMS, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de gérer des contenus dans le système qui est le serveur web, donc là où il y a les fichiers et la base de données, et de les mettre de façon très simple à disposition via l'interface d'administrateur ici. Donc on a plusieurs types de fichiers dans WordPress. On a les articles qui sont ce qu'on appelle un custom post type, qui permettent de créer des articles dans un blog, de les catégoriser. On a ensuite les médias. Les médias, c'est tout ce qui est les images, les vidéos, qui sont rangés dans une médiathèque et qui sont appelés sur les pages lorsque tu veux mettre telle ou telle image. On a ensuite des pages, donc les pages sont différentes des articles. Les pages, c'est des pages, quoi. C'est une page d'accueil, une page de contact. C'est des choses que tu peux créer, mais qui ne sont pas forcément rangées dans des catégories, sous une arborescence. C'est pas forcément, tu pourrais, mais c'est pas l'objectif d'une page. Ensuite, tu as tout ce qu'on appelle les extensions.
Donc les extensions, ça va être des plugins, des applications, tu appelles ça comme tu veux, j'utilise souvent tous les termes, moi, pour dire la même chose, hein. Et ça va être des fonctionnalités, pour faire plus simple, que tu rajoutes, comme sur ton téléphone, quand tu installes une nouvelle application ou un nouveau jeu vidéo, eh bien tu auras la même possibilité sur WordPress pour customiser ton site. Tu as aussi ce qu'on appelle des thèmes. Donc les thèmes, c'est vraiment des choses qui vont impacter l'architecture graphique de ton site et qui vont tout simplement donner une tendance design pour que tu puisses travailler après avec une base et gagner du temps dans la création visuelle de tes pages. Par exemple, un thème, ça va te préparamétrer le menu, ça va te donner des couleurs par défaut, des typographies. Choisir son thème est important, mais on verra que ça dépend aussi de ce qu'on installe comme application et comme thème, quoi, en gros. Mais bon, ça, on va voir tout ça ensemble. Alors, bienvenue dans l'administration de WordPress, et on va faire un petit tour. Donc ici, on a des articles. Donc je t'invite à supprimer toujours les premiers articles parce que ça sert à rien de garder des trucs comme ça. Donc tu vois, je suis un peu vite, mais je suis allé dans tous les articles et j'avais mon article en fait ici. J'ai cliqué sur corbeille, on le retrouve dans la corbeille d'ailleurs. Et donc tu as ici les articles. Tu peux en ajouter, etc. Mais ça, on verra ça plus tard, parce qu'on va regarder un peu comment faire un blog. Ici, tu as les médias donc, qui sont dans ton site. Donc là, il n'y en a pas, parce qu'on n'a rien ajouté, le site est tout neuf. On a les pages. Donc les pages ici, c'est pareil, je t'invite à tout supprimer. Ça sert à rien de garder les pages de base de WordPress. On va tout recréer pour le site en particulier. Bon, là, il y a les commentaires. C'est si tu voulais activer les commentaires dans tes articles, tu retrouverais les commentaires utilisateurs ici. Encore une fois, il n'y a pas forcément d'intérêt. Les projets, c'est ce qu'on appelle un custom post type, c'est exactement comme les articles, mais c'est autre chose. Et donc là, il n'y a rien à l'intérieur, et c'est quelque chose qu'on n'utilisera pas. On retrouve les apparences, enfin, tu peux l'utiliser, mais là, pour le coup, nous, on ne va pas l'utiliser. On retrouve dans les apparences les thèmes. Alors, les thèmes, ça dépendra de plein de choses. Donc, l'hébergeur, moi, il m'a mis Divi, qui est un thème payant, donc c'est quand même bien, parce que c'est un thème qui vaut quand même 250$. Mais pour la formation, on va pas utiliser Divi, je vais te recommander d'utiliser Elementor. Je commence à changer de casquette. J'étais un grand fanboy de Divi, je le reste, hein, mais je trouve qu'il est beaucoup plus facile de travailler sur Elementor et d'aller plus vite avec Elementor aussi. Donc Divi est excellent et on regardera Elementor. Donc c'est pareil, on va aller supprimer tous les thèmes. Donc il suffit de cliquer sur détail du thème ici et supprimer. Et on va faire ça avec tous les thèmes sauf celui qui est actif, parce que si tu supprimes le thème actif, eh bien tu auras un petit souci. Eh bien, si tu supprimes tous les thèmes actifs, tu auras un petit souci, ça va plus marcher. De toute façon, tu peux même pas supprimer le thème actif. Donc là, Divi photographie, moi c'est le thème enfant, c'est un thème enfant en fait. C'est-à-dire que en fait le thème actif réellement c'est celui-là, et ça c'est une surcouche qui permet de customiser le thème. Bon, c'est un peu une notion particulière, mais une bonne pratique c'est de toujours avoir un thème enfant, parce que lorsque tu vas rajouter des éléments code au sein de ton thème, pour faire simple, tu vas l'ajouter dans le thème enfant, qui est là pour tout ce que tu modifies, et le code source de ton thème, lui, il bouge plus. Comme ça, s'il y a des mises à jour, il n'y a pas de problème, ça reste, et le thème source natif, lui, il va être mis à jour sans conflit. Donc on a plusieurs onglets qui apparaissent, hein, mais ça on rentrera dedans lors de la formation, tu vas voir. Ici on retrouve les extensions, donc là on va faire pas mal de ménage parce qu'ils m'ont mis tout et n'importe quoi. Donc déjà on va tout sélectionner et désactiver, parce qu'on peut pas, et appliquer, hop. On peut pas supprimer si c'est pas désactivé. Donc code captcha, ça j'en veux pas. Divi Builder, on ne le veut pas. Ça je ne veux pas. Really Simple SSL, on n'en a pas besoin, puisqu'encore une fois, on a activé le SSL via Infomaniac. Ça, on n'en veut pas. Bon, attends, on va tout simplement faire comme ça. Et on va juste garder Yoast Duplicate Post. Non, même pas. On le réactivera tous les deux. On le réinstallera s'il faut. Hop, supprimer. Voilà, comme ça, on a un site pur qui part de zéro. Ici, tu retrouves les comptes utilisateurs, donc tu pourrais ajouter d'autres personnes, et tu retrouverais aussi, si tu as une boutique en ligne, tous tes clients. On a un onglet outils que tu n'utiliseras pas, parce que c'est quelque chose de très spécifique. Si tu veux faire des exports de données, etc., c'est pas le but de cette formation. Le réglage du site, ici, on va y faire quelques ajustements, notamment ici, on va rajouter le S de HTTPS,
même si c'est redirigé automatiquement, je préfère, ça évite d'avoir des conflits. Et on reviendra dessus lorsqu'on aura besoin également dans la prochaine partie notamment où on va un peu customiser le site plus en détail. Ici c'est l'onglet Divi, donc c'est un onglet qui a été ajouté par mon thème Divi et de toute façon on n'en aura pas besoin, donc on supprimera Divi quand j'aurai installé mon futur thème. Pour commencer, on va créer une page, on va créer la page d'accueil du site. Donc on va se retrouver dans l'onglet page et on va faire ajouter. La page d'accueil, on va l'appeler, je te déconseille de l'appeler accueil parce que ça sert à rien d'appeler une page accueil parce qu'on sait que c'est la page d'accueil. Quand on clique sur le logo, on est bien sur la page d'accueil. Ça peut être bien de donner le nom de ta société ou de ton business. Voilà, bon là c'est juste pour le test. Alors ici, là j'ai encore une fois Divi qui apparaît. Utiliser la mise en forme par défaut, n'utilisez surtout pas Divi pour le coup. On va le supprimer plus tard. Et donc là on voit que on peut commencer à écrire en fait comme sur un fichier Word. Donc bonjour, voici ma page. Et je commence à écrire des choses. Et il me dit si je fais slash, je peux choisir un bloc. Alors effectivement, on peut travailler bloc par bloc. Et donc ça, c'est l'éditeur natif de WordPress. Donc on pourrait mettre un titre comme ça. On pourrait aussi mettre une image. Donc je n'ai pas d'image, donc il faudrait que j'en téléverse une. Je vais en téléverser une d'ailleurs. On peut redimensionner ces images. Si je clique sur le petit plus, c'est exactement comme si je faisais slash, sauf que je vais pouvoir tout parcourir et voir un peu tous les modules qui me sont proposés nativement. Donc tu vois qu'il y en a pas mal, et tu peux même faire des jeux de colonnes, c'est-à-dire que si tu veux, tu peux dire, voilà, tiens, je veux 2 colonnes, comme ceci, voilà. Et donc dans cette colonne-là, j'y mettrai par exemple une image. Donc je peux aller directement dans la médiathèque, où je retrouve l'image que j'ai importée tout à l'heure. Bonne pratique dans les images, tu peux remplir les textes alternatifs qui seront très utilisés par Google Images en général pour te référencer. Donc très bonne pratique. Et ici, on pourrait mettre par exemple un texte, un paragraphe. Voici mon paragraphe à droite de l'image. Voilà, ça c'est vraiment pour te faire très simple. Si je reclique sur le petit plus, je pourrais encore rajouter des éléments, en veux-tu, en voilà, et en fait le but du jeu c'est de construire ta page de cette façon-là. Bon, là je vais mettre un séparateur, tiens, ce qui est un petit trait. Tu as bien compris, donc il y a des lignes, ici, et des colonnes, si tu veux ajouter plusieurs colonnes. Voilà, maintenant, je trouve que c'est assez limité, hein. Tu vois bien que tu peux pas faire des choses très stylées, même si c'est possible. Je te recommande d'utiliser, on va travailler avec Elementor, qui est un theme builder. Donc là, j'ai publié ma page et je suis allé la voir, et donc on voit bien que la page de mon site, / bienvenue sur la piraterie, donc le nom de la page que j'ai créée, c'est pas encore la page d'accueil, parce que si je clique sur le logo du site, je suis pas dessus. Par contre, on voit que j'ai mon menu là qui est automatique, qui a intégré la page que je viens de créer. C'est pour ça je dis qu'il est automatique, c'est à chaque fois que tu vas créer des pages, il va s'alimenter, mais ça on va le changer plus tard. Et bien je vois bien ce que j'ai créé, quoi, le logo, et ici le texte à droite du logo, mais il y a des trucs partout bizarres, et j'aimerais que ce soit plus joli, peut-être utiliser des templates de pages pour pouvoir gagner du temps. Donc c'est très limité, et c'est pas ce qu'on veut. On se retrouve donc sur le WP Admin, donc /WP Admin si tu veux revenir sur ton interface d'admin, et on va aller forcément ajouter des extensions, notamment Elementor, pour pouvoir faire des belles pages. Alors avant ça, là-haut, si tu cliques sur aller sur le site, tu vas aller sur le site ici, ce qu'on appelle en front, c'est le site tel qu'il est, réel, actif et disponible pour n'importe qui sur la planète qui ferait une recherche avec ton nom de domaine. Si tu es connecté en tant qu'admin, tu as une barre en haut que les utilisateurs, eux, ne voient pas, et tu vas pouvoir naviguer dedans et aller sur le tableau de bord d'admin et revenir sur le site en front. Donc l'admin, c'est le back-office, et le front, c'est le front office, quoi. C'est ce que voient les utilisateurs. Là, je suis sur le back-office, et je vais tout simplement ajouter un thème. Pour cela, on va aller dans Apparence thème, et on va aller cliquer sur Ajouter. Alors ici, on va aller ajouter Hello Elementor, c'est le thème vraiment que je te recommande pour faire un site avec Elementor.
même s'il y en a plein d'autres que tu pourras utiliser plus tard, celui-là c'est celui qui est le plus simple, le plus fiable, qui est gratuit à 100%, donc tout va bien avec ce thème. Donc tu l'installes, tu cliques sur activer, et là tu vas voir dans apparence thème qu'il est activé. Alors je vais un peu vite parce que j'ai l'habitude, mais toi aussi à terme tu prendras l'habitude, tu comprendras les onglets, apparence, thème, etc. Je peux supprimer Divi, donc je clique sur les deux, là, le thème enfant et le thème principal, et je supprime. Je vais aussi te filer dans la description un petit lien pour télécharger le thème enfant de Hello Elementor. Donc tu peux ici aller, tu tomberas sur un fichier comme ça, sur un site Git, et tu peux cliquer sur code et download zip. Et tu l'enregistres. Une fois que tu l'as enregistré, il est sur ton ordinateur, et du coup, il faudra l'ajouter dans WordPress. Là, on a ajouté le thème en faisant une recherche dans les thèmes de WordPress. Encore une fois, je te déconseille d'utiliser d'autres thèmes que Hello Elementor, parce qu'avec Elementor, on va utiliser ce thème-là. Pour que tu comprennes bien ce que je viens de t'expliquer là, je vais t'expliquer le principe de fonctionnement du thème builder et Elementor, à la différence notamment de Divi. WordPress, comme je te l'ai dit, il possède des thèmes et des extensions. Le thème, il interfère sur le design, la structure graphique de ton site. Les extensions, elles ajoutent des fonctionnalités. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, jusqu'à que Elementor et Divi existent, il y avait quasiment pas de theme builder. Alors il y avait WP Bakery, tout ça, il y en avait plein, mais c'était un peu tout pourri, quoi. Disons qu'Elementor et Divi, ils ont révolutionné la création de sites web avec WordPress d'une façon vraiment stylée, et jusqu'à tel point que tout le monde utilise des theme builders Elementor et Divi aujourd'hui, quasiment plus rien. Divi sont partis sur un biais de dire mon thème, il va d'une part d'impacter la structure visuelle du site, et je vais apporter de nouveaux paramètres de design, et en plus je vais être un thème builder, c'est-à-dire que je vais ajouter des fonctionnalités de création de site poussées, tout ça dans mon thème, pas besoin d'extension. Elementor, ils sont restés sur le principe de dire tu choisis ton thème, donc tu choisis un thème parmi la bibliothèque WordPress, et ensuite nous on vient se plugger en tant que visual builder pour que tu puisses designer ton site de façon révolutionnaire avec le thème de ton choix. Alors qu'est-ce que c'est qu'un visual builder? Un visual builder, c'est tout simplement un utilitaire qui te permet de créer ton site en front. Tu sais, je t'ai parlé de front et de back-office, donc en fait, tu vas voir ta page telle qu'elle sera à la fin, et tu vas pouvoir bouger des éléments, les ajouter d'une façon vraiment visuelle, avec des fonctionnalités de paramétrage avancées sur chaque module, et donc de ce fait, avoir une plus grande facilité de création et une accessibilité à des designs beaucoup plus poussés, un clin d'œil, même si tu n'es pas très bon en design, quoi. Disons que ça simplifie énormément la création de sites et la création de pages aujourd'hui. Donc, pour récapituler, si tu veux utiliser Divi, tu peux, il n'y a pas de souci, mais donc tu n'as pas besoin d'installer de thème. Et si tu veux utiliser Elementor, ce que je te conseille vraiment maintenant aujourd'hui, même si Elementor n'est pas gratuit, je crois qu'il a 49, je mettrai un lien de parrainage pour qu'il soit moins cher pour toi, mais je crois que c'est une quarantaine d'euros par an, c'est pas très cher, hein, mais bon voilà. Et Divi, si tu utilises Infomaniac, c'est gratuit, donc l'avantage il est là, quoi. Je ferai un tuto pour Divi spécifiquement, mais dans cette vidéo-là, je présente Elementor. Et donc je te disais, avec Elementor, tu as un thème à choisir. Et là, je t'ai proposé de choisir le thème Hello Elementor. Alors, il pourrait s'appeler autrement, mais c'est juste que c'est un thème qui est optimisé pour travailler avec, après, Elementor comme extension de Visual Builder. Et donc le Visual Builder, il va écraser la fonctionnalité que je t'ai montré de création de page de WordPress native, qu'on appelle Gutenberg, là où on a créé tout à l'heure notre page, et on utilisera donc Elementor que je vais te présenter tout de suite, et qu'on va l'installer après avoir activé bien évidemment Hello Elementor. Bon, c'est déjà fait, parfait. J'en étais à te parler du thème enfant, donc on va donc installer le thème enfant, et pour ça on va cliquer sur thème, ajouter, et tu vas téléverser un thème. Le thème enfant, c'est un fichier particulier qui a été codé, qui permet d'optimiser plus les choses. Donc tu peux aller chercher le fichier zip que tu as téléchargé sur GitHub. Ne le dézip pas, c'est comme ça sur WordPress, il ne faut jamais dézipper les fichiers. Tu les installes en zip directement. Et donc, ce petit fichier thème enfant, lui, il va dire à WordPress, hop, ça y est, il est installé, activé. Il va dire à WordPress, donc je suis le thème enfant de Hello Elementor, donc je suis toujours dépendant de lui. S'il y a des mises à jour de lui, eh bien tu les fais sur lui, pas sur moi, parce que moi je suis juste un fichier simple où dedans il y a des améliorations, et que quand l'utilisateur il voudra mettre du code ou autre, on sait jamais, eh bien il les mettra dans moi, quoi. C'est pour ça, active-moi en tant que thème enfant, mais moi j'irai chercher mes données sur celui-là.
Si t'as pas tout compris, c'est pas grave, fais-le, c'est très important. On va ensuite aller dans les extensions et on va aller ajouter Elementor. Alors le thème Hello Elementor me dit d'ailleurs d'installer Elementor. Faire un oui. Donc c'est pareil que les thèmes, extension, ajouter. On va taper Elementor et on va devoir l'installer. Donc on a ici un Elementor Website Builder, c'est bien celui-là. Fais attention à ce que tu télécharges. Hop, installé. Maintenant. Alors je vais en profiter pour installer aussi une autre extension qui est Elementor Header et Footer Builder. Tu verras plus tard pourquoi elle est très importante et qu'elle te fera facilement gagner beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'extensions, hein, tu vois, qui sont liées à Elementor, qui rajoutent des extensions, qui rajoutent des trucs, des modules dans Elementor. Tu vois, je fais un petit peu le tour comme ça visuellement, mais Elementor est le principal plugin aujourd'hui sur WordPress. Donc, plein d'autres plugins satellites se sont créés. Allez, on va activer Elementor Website Builder. Et on activera plus tard le Header and Footer Builder. Header and Footer Builder, grosso modo, c'est pour pouvoir designer ton menu et ton pied de page. Alors là, il veut que je crée un compte sur Elementor. Ne le fais pas, il n'y a pas besoin. C'est un peu le nouveau truc là de WordPress, de Elementor. Ils veulent que tu utilises leur solution. Ici, on passe tout. On n'a pas besoin de ça. Il me fait créer une page de suite. Donc, il me fait aller dans Elementor. C'est bien, mais on va revenir en arrière. Donc, ce qu'on fait, c'est que soit ici dans le menu, là, hop, tu remets WP Admin, soit tu cliques sur le petit sandwich à gauche et tu fais quitter. Hop, oui, quitter, pas enregistrer, tout va bien. On se retrouve ici donc sur une interface de la création de page que Elementor m'a fait créer de force. Clique sur le logo là-haut, voir les pages WordPress. Et on retrouve, ici on est bien dans l'onglet page. On est revenu, on va le faire nous-mêmes ça. C'est-à-dire que là il m'a fait créer une page, je ne veux pas créer une page automatiquement, je veux la faire moi-même, je suis peut-être bête et méchant, mais c'était celle-là la page d'accueil que j'allais faire de toute façon. Alors, on va revenir sur le site en front, et ce qu'on va voir c'est que l'interface elle a totalement changé, j'ai plus la même tête, parce qu'en fait on a ajouté des trucs avec Elementor et donc on a mis le thème aussi Hello Elementor qui lui a impacté totalement le design, la structure de mon site et c'est pour ça qu'elle a totalement changé. Donc ce qui est bête c'est que là je suis sur la page d'accueil et je vois un truc qui s'appelle archive. En fait c'est parce que la page d'accueil par défaut de WordPress, elle est là pour t'afficher les derniers articles de ton site. En fait, WordPress, à la base, c'est fait que pour faire des blogs. Et c'est pour ça que par défaut, la page d'accueil, elle est là pour te montrer les derniers articles. Donc si on irait créer un article dans les articles, ici, tiens, on va le faire, tous les articles, ajouter, on va créer un article de test pour que tu vois un peu ce que je veux t'expliquer, on le publie. Et bien normalement, cet article, maintenant, il apparaît voilà, sur la page d'accueil. Et ça, c'était le principe de WordPress d'automatiser l'affichage des derniers articles en dynamique. Nous, on veut que la page d'accueil, ce soit une page, pas une page des articles. Alors, on va revenir dans le back-office. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Réglages, Lecture. Et dans Réglages Lecture, on va dire que la page d'accueil, elle affiche non pas les derniers articles, mais une page statique. Et on va aller choisir cette page statique par la page d'accueil qu'on a créée tout à l'heure. On enregistre, et désormais, si je actualise ma page d'accueil, hop, je suis bien sur la page Bienvenue sur la Piraterie, qui a notamment changé d'URL, parce que tout à l'heure c'était / Bienvenue sur la Piraterie, maintenant c'est page d'accueil, quoi, donc il n'y a pas de /, quoi. Donc cette page-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la refaire totalement avec Elementor. Et pour ça, c'est important de bien comprendre comment fonctionne Elementor. Alors Elementor, il a créé ici un petit menu avec des réglages où il nous dit voilà, moi je peux m'intégrer sur les articles, les pages, etc. Et tu peux me customiser un peu plus si tu veux pour gagner du temps, voilà, si tu veux faire certaines choses. Ça, c'est Elementor. Ensuite, on a le thème Hello Elementor qui, lui, a fait aussi des personnalisations, comme tu as pu voir, sur la page d'accueil, qui s'est totalement métamorphosé avec le logo ici et tout, qui est totalement différent du truc de WordPress de base, quoi.
Et ça, c'est personnalisable. C'est-à-dire que si on va ici dans personnaliser, on va avoir accès aux paramètres du thème. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir changer le contenu des pages, mais on va pouvoir changer le design du site qui est contrôlé par Hello Elementor Child. Alors à l'intérieur, on va retrouver des informations sur le slogan du site. Alors le slogan du site, c'est ici, tu vois, quand je suis sur le site, c'est le petit texte qui est à côté du nom du site. Donc ici, on pourrait mettre le slogan de la chaîne. Et en fait, j'en ai toujours pas, donc quand j'aurai décidé d'un slogan, eh bien je le mettrai. Ici, on va pouvoir mettre le logo du site qui apparaîtra automatiquement ensuite ici en haut, mais qu'on changera dans tous les cas autrement. Et ici, on va pouvoir mettre le favicon du site. En fait, c'est ce qui va s'afficher en haut dans l'onglet du navigateur, tout simplement. Voilà, donc là, je suis en train de paramétrer mon logo. Je recadre bien l'image parce qu'il n'avait pas bien cadré. Et tu peux voir que voilà, j'ai mon favicon. Bon, il est tout dégueulasse, hein, mais parce que j'ai fait un logo à la va-vite là, sur Canvas. Il y a un graphiste dans le coin qui veut nous aider à faire un joli logo. Je suis preneur, mais c'est pas ma priorité actuellement. Publier, voilà. Ici, le menu, eh bien, c'est pour customiser le menu du site, mais ça, on va le faire autrement. Les réglages de la page d'accueil, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans réglages lecture, donc on pouvait le faire là en fait. Ici, on a les paramètres en tête et pied de page qu'on fera différemment parce qu'on va utiliser le fameux module que je t'ai fait installer mais pas activé encore. Et ici, c'est si tu veux ajouter du code CSS dans ton site, et c'est pas le but pour l'instant. Le code CSS permet de changer l'apparence de certaines choses, de rajouter des petits types de design dans ton site. On clique sur la croix et on sort de là. Voilà, on a bien compris à quoi ça servait. Ce qu'on va faire, c'est très rapidement, on va aller modifier cette page d'accueil. Donc ici, on va cliquer sur la page d'accueil ici. Bienvenue sur la piraterie. On retrouve ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur modifier avec Elementor. Et ça va écraser. Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, Elementor est capable de récupérer ce qu'il y avait avant, mais il a mis tout ça dans un seul bloc. On va aller supprimer, en fait, avec la petite croix ici, la section, parce qu'on n'a pas envie d'avoir cette section là puisqu'on va tout refaire, et on va pouvoir éditer la page. Donc en fait là, ce que je vois, c'est qu'on a le logo du site qui s'est rajouté de façon très très grossière en haut automatiquement, donc il faudra qu'on redesign tout ça, qu'on redimensionne le logo, et pareil dans le pied de page. Donc ça, c'est des éléments qui sont customisables ailleurs que là où je suis actuellement. Là, je suis en train de customiser la page d'accueil. C'est juste ce qu'il y a en dessous du menu et en dessus du footer. Et le footer et le menu, c'est pareil pour toutes les pages. Donc c'est pour ça que ça ne se customise pas ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser donc Elementor. Et on peut même cliquer sur le dossier ici et ajouter un modèle de page. Alors, les modèles de page, c'est quoi? C'est des modèles, c'est des thèmes prédéfinis qui vont te faire gagner du temps. Elementor en gratuit te permet d'avoir certains modèles, et donc là où il y a marqué Pro, tu n'auras pas accès si tu n'as pas payé Elementor. Là, on l'a mis en gratuit pour l'instant, et si tu as besoin de certaines fonctionnalités à terme, oui, bien évidemment, il faudra qu'on le paye, tu verras, on va être obligé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier thème, moi, j'aime bien celui-là, et on va le customiser nous-mêmes de toute façon. C'est parti, insérer. Hop, voilà, donc il fallait juste se connecter à Elementor pour pouvoir activer ce genre de choses. Et j'ai maintenant le thème donc, qui s'est activé donc, automatiquement. Donc là, ça, on va pouvoir le supprimer. Le thème qui est mis par défaut. Et on aura juste à le compléter, si je peux être simple. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va essayer de comprendre comment fonctionne Elementor. Donc, Elementor, en fait, il fonctionne, c'est le principe de fonctionnement, disons, du HTML. C'est-à-dire qu'on a des divisions. Les divisions, ça va être les blocs bleus. Donc les gros blocs ici, là où tu as la croix où je supprime les sections, quoi, hein, on appelle ça des sections, des divisions, et à l'intérieur, il y a d'autres sections, d'autres divisions, dont des colonnes, qui sont en fait les deux colonnes qu'on a ici, et on pourrait en mettre autant qu'on veut. Bien évidemment, si on en met trop, ça fera trop petit. J'en ai deux qui sont à 50-50, dans laquelle j'ai des modules qui sont les uns sur les autres, tels qu'un module de texte et un petit bouton ici. Ici, j'ai un module d'image. En dessous, je vais avoir une mise en forme un peu plus particulière avec une section qui possède 3 colonnes. Donc, on a ici une colonne à 25%, 25% et une grande colonne à 50%. À peu près, peut-être c'est un peu différent, mais c'est à peu près ça, je dirais. Et on va avoir ici une image qui est petite,
une plus grosse ici, une très grosse ici et une plus moyenne là, ce qui donne un effet de style. Ici on a un texte et encore un bouton. Ici on va avoir encore une section avec 4 colonnes et image texte. Voilà comment fonctionne Elementor. Alors, comment on fait si on voulait faire la même chose nous-mêmes sans passer par un thème, là comme je viens de faire, un truc tout prédéfini, un template de page? Eh bien on cliquerait sur plus, on ajouterait une section, et là on aurait la possibilité de ajouter un widget. Donc ici on sélectionnerait la structure qu'on veut, donc tu sais c'est un peu comme on vient de faire tout à l'heure sur Gutenberg, le truc natif de WordPress, hein. C'est quand même plus sympa ici. Et on ajouterait voilà, la structure qu'on veut, là je vais mettre 50-50. Donc on les a bien là, les deux colonnes, plus, plus. Et si je clique sur plus, je vois que à gauche, je vais pouvoir choisir le module que je veux mettre dans cette colonne-là. Donc, encore une fois, tout ce qui est en cadenas, c'est ce que tu as accès une fois que tu es Elementor Pro. Là, j'ai pas encore activé Elementor Pro pour qu'on ait la même interface. Et pour te montrer aussi que tu peux avoir Elementor en gratuit pour la base, quoi. Donc on va tout faire en gratuit. Alors ici, on va pouvoir ajouter des modules. Par exemple, si je veux ajouter un titre, je fais glisser et je mets dans ma colonne. Et j'ai un titre qui ici est prêt à être customisé. Si je veux ajouter par exemple en dessous un bouton, je fais glisser en dessus ou en dessous de mon titre. Et etc. Pareil pour la colonne de droite, si je veux mettre une image, je la fais glisser. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais là, moi, là, c'est en large, donc c'est-à-dire que le texte ici, il prend toute la largeur et tout avec l'image, alors que là, c'est plus petit. Et bien ça va être les paramètres, effectivement, qu'on va pouvoir appliquer sur chacun des éléments. Et chaque élément, c'est quoi? C'est la section, les colonnes, et des éléments à l'intérieur des colonnes. Donc la section, si je clique sur les petits points là, qui me permettent aussi de la faire glisser, si je veux la descendre dans le Visual Builder, plutôt en bas, en dessous de celui-là, j'ai accès ici à la mise en page de la section. Donc je vois bien ici que je suis en train de modifier la section. Donc j'ai cliqué ici, parce que si je clique sur l'image, je vais modifier l'image. Donc là, je modifie la section, et on voit qu'on a des paramètres. On a la largeur, pleine largeur d'ailleurs, hop, tiens, voilà, c'est peut-être pour ça que j'allais pas sur la pleine largeur. Et on a la largeur encadrée. Alors petit tips, je te recommande d'avoir toutes tes largeurs en encadré, sauf si tu veux faire certains designs, mais en 1366 pixels, c'est la largeur conventionnelle moyenne d'un site web. Alors après, pas tous les sites web sont dans cette largeur-là, tu fais la largeur que tu veux, mais disons le 1366 pixels, c'est la largeur moyenne. Tu vas pouvoir régler les écarts de colonnes, donc en fait c'est l'écart qui est entre les deux colonnes ici, puis ça te permettra d'avoir certains paramètres plus précis. À chaque fois, tu verras, il y a 3 onglets, dont style, qui va permettre de gérer le style. Vraiment, ça va être tout ce qui est graphique, donc l'arrière-plan, si je veux avoir un arrière-plan, eh bien je vais pouvoir cliquer sur le pinceau en dégradé, je peux mettre une vidéo, je peux mettre une image ou un diaporama en arrière-plan. Si je veux une couleur, je clique sur le pinceau et je choisis la couleur d'arrière-plan que je veux, tout simplement. Et si je veux mettre une image, je mets une image ici. Dégradé, on va pouvoir faire des choses un peu plus poussées, donc on pourra mettre une première couleur et une seconde couleur, et gérer la répartition du dégradé comme ça, comme on veut. Si on veut faire ce genre de choses, on peut même faire des angles pour avoir des styles. Donc on a plein d'options, on peut faire des bordures, des séparations, on peut gérer les typographies, et dans Avancer, on aura encore des options, notamment des marges, si je veux décaler de haut en bas ma section, mettre des espaces entre les deux sections. Si je veux mettre une marge à l'intérieur de ma section ici, eh bien je peux. Donc là, ils sont tous connectés, donc quand je monte le haut, ça monte le bas et le droite et le gauche. Si je déconnecte les valeurs, eh bien, ça va bouger que en haut. Voilà, si je décoche, ici, je bouge que vers le haut, c'est-à-dire que l'écart qui est en bas ici, il bougera pas. Et si je connectais tout, eh bien je monterai le haut et le bas ensemble pour avoir un écart qui soit symétrique. Bon, on va remettre tout à 0, ça sera mieux. Hop, voilà, donc je suis à 0. Donc par exemple, si mon texte ici, je considère qu'il est trop serré, j'ai 2 options. Soit j'augmente la marge interne de la section, soit je peux aussi travailler sur ma colonne directement. Donc je clique ici sur le carré avec les 2 colonnes et je vais pouvoir travailler sur mes colonnes directement. Donc je suis dans le style de mes colonnes. Et donc par exemple, si je veux mettre un arrière-plan dans ma colonne, je peux. Mais que dans la colonne, c'est-à-dire que j'ai pas le même arrière-plan, il n'est pas transparent entre ma colonne et ma section. Et je peux également travailler directement sur les modules en cliquant sur le petit pinceau. Donc là, je suis sur le titre. Donc je vais pouvoir changer le texte. Alors je peux même le changer ici.
Et je peux aussi le travailler là-dedans, à gauche, dans l'interface directement. Je peux mettre des liens sur mes textes pour pouvoir faire des boutons ou des liens, changer les balises, les tailles de texte. Et dans style, je vais pouvoir aller beaucoup plus dans la précision, changer la couleur du texte, la typographie, donc la taille notamment, type de typographie que je veux avoir. Je peux mettre des ombres. Voilà pour mon texte. Ici le bouton, eh bien je peux pareil avoir tous les paramètres, le lien du bouton, parce qu'à un moment donné, il faut que quand on clique ici, ben, ça amène à l'endroit où on veut, donc ça serait ici. Et des espacements, des icônes, je peux rajouter des icônes moi-même, je peux aller les chercher dans la bibliothèque d'icônes, pour pouvoir avoir une icône ici plus ou moins sympa. L'espacement des icônes, j'ai un style ici dédié pour mon bouton, encore une fois, et dans l'avancée, j'ai encore des paramètres de style et plus que je peux aller chercher, et ça c'est toi qui iras voir en fonction de ce dont tu as besoin. Donc tu as bien compris l'intérêt d'Elementor, et ce qu'on va pouvoir faire, c'est aussi travailler directement en responsive, c'est-à-dire que tout en bas ici, tu as la possibilité de mettre à jour, ça pense à sauvegarder, donc quand tu fais mise à jour, ça sauvegarde. Hein. Donc là, on va avoir la possibilité de revenir sur les historiques aussi si tu as fait une bêtise, hein. Tu peux faire retour en arrière comme ça. Tu vas pouvoir aussi voir de façon structurelle et pas visuelle tes différentes colonnes et sections, donc là les unes sur les autres, comme ça si tu veux naviguer, parce que des fois tu as des trucs que tu vois plus, parce que tu as bidouillé, tu n'arrives plus à savoir où ils sont, bah, tu les as ici, tu peux modifier directement. On a ici le mode responsive, donc qu'est-ce que c'est que le mode responsive? Donc quand je clique ici, j'ai un truc qui s'affiche en haut, là-haut, et je peux choisir tablette ou PC, ou téléphone. Je te recommande de travailler sur mobile uniquement, et faire ce qu'on appelle du mobile first. En 2022, je crois qu'on a bien compris que tout le monde est sur téléphone, la plupart de ton trafic sera sur téléphone, et dans tous les cas, je te le dis par conseil et par expérience, et s'il te plaît écoute-moi, ne fais pas ton site sur PC, et après le faire sur mobile, parce qu'en fait on va pouvoir adapter chaque élément sur PC et sur mobile pour que ça marche plus ou moins. Je te déconseille de le faire dans ce sens-là, il vaut mieux le faire en mobile. Et quand tu passeras sur PC, bizarrement, ça marchera mieux et il n'y aura pas trop de réglages à faire. Donc on parlera du responsive design un peu plus tard. Une fois qu'on aura fait notre page d'accueil, plus en détail, on regardera comment on adapte quand ça marche plus ou moins bien sur l'un ou l'autre. Voilà tout pour Elementor. On a encore plein de choses à voir, il n'y a pas de souci, mais on va passer à la suite. Alors on sauvegarde ce qu'on a fait ou pas, d'ailleurs je vais supprimer cette section qui était absolument horrible. On met à jour et on fait le petit burger en haut. On peut aller voir la page d'ailleurs, directement de là, et on voit bien que j'ai ma page Elementor qui est intégrée dans la page d'accueil, et qu'il ne me restera plus qu'à la compléter. Alors avant de vraiment designer la page d'accueil, je te propose de déjà en fait créer toutes les pages de ton site sans les designer. Ça te permettra d'avoir les pages à disposition, préparées pour les mettre aussi dans le menu, puisqu'on va faire le menu et le footer de page, pour avoir un peu en dégrossi la gueule du site, et après on ira faire la page d'accueil plus en détail, mais ce qu'on va faire c'est que du coup on va ajouter les pages. Donc moi par exemple, je vais avoir une page contact, hop voilà, je la publie juste, je ne fais aucun design, je n'active pas Elementor, rien. Il va ici y avoir la page blog qu'on va designer indépendamment aussi, et on y intégrera les articles de par la section articles, mais ça on verra plus tard, et une page aussi formation. Par exemple, voilà donc pour les pages que je prévois sur mon site. Bien évidemment, on aura aussi les pages, excuse-moi, je les avais oubliées, mentions légales, qui sont obligatoires, entre guillemets, hein, parce que personne va te courir après si t'as pas mis tes mentions légales, mais bon, faut les mettre, c'est comme ça, c'est une norme. Et à partir de ça, j'en ai pas mal. Après, on pourrait mettre les politiques de confidentialité et compagnie, mais on le mettra dans les mentions légales. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un menu. Donc ici, je vais aller dans Apparence, Menu. Et on va donc lui donner un nom. Moi, ça sera le menu principal. On peut avoir plusieurs menus pour X raisons. Pour le coup, là, j'en veux qu'un. Pour l'instant, après, peut-être sur mobile, j'en ferai un différent que sur PC. Mais pour le coup, là, je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc, on va faire un menu principal. Et dans ce menu principal, donc tu as vu, j'ai créé le nom, j'ai enregistré, donc je l'ai créé. Donc là, je vais pouvoir lui ajouter des choses à l'intérieur. Alors pour comprendre comment il faut que tu fasses, tu cliques voilà, sur les pages, hein, donc tu vas ajouter des pages dans le menu, donc tout voir, et je vais mettre le blog, contact, formation, pas mention légale parce que ça sera dans le pied de page, ça on le fera différemment, et puis c'est tout. Donc après on restructure l'ordre des choses. Tu peux aussi mettre des sous-menus, par exemple si tu veux que
eh bien on puisse aller cliquer, avoir plusieurs sous-menus. Bah tu peux, on fera le test pour que tu vois comment ça fonctionne, mais voilà. Alors après, une fois qu'ils sont dedans, ça c'est un truc infernal à sortir. Voilà, hop, voilà. On n'enregistre pas encore le menu, on va dire que ça c'est le menu d'en-tête. Et là on peut enregistrer, alors ça change en fonction du thème, hein. Chaque thème aura sa propre désignation, mais tu peux très bien toi créer des emplacements aussi, mais bon c'est pas le but. On pourrait très bien ajouter des liens personnalisés, si par exemple je veux ajouter le lien de ma chaîne YouTube, ben, ce que je vais faire d'ailleurs, eh bien je vais le mettre ici. Donc voilà, ici je vais mettre l'URL de ma chaîne YouTube, hein, et je vais mettre le lien YouTube. Je l'ajoute au menu, et j'enregistre. Voilà, mon menu est prêt, et après il suffira juste de l'intégrer dans le site. Alors normalement on va le voir ici prêt, avec le thème actuel et la mise en forme actuelle qui est absolument éclatée. Et donc tiens, je vais te montrer si je le mets en sous-menu, qu'est-ce qui se passe. Hop, eh bien j'ai bien un sous-menu formation quand je passe ma souris sur blog. On va se retrouver maintenant dans les extensions. Si tu l'as pas ajouté, ajoute Elementor Header and Footer Builder. On active. Et ça va nous ajouter, et on clique sur Réglages. Elementor Header and Footer Builder, alors il s'est intégré ici dans Apparence, en dessous de menu d'ailleurs. Chaque extension s'intègre un peu où elle veut, hein, dans ton back-office, donc à toi de chercher si tu ne trouves pas trop comment on va dans les paramètres. Il y a certaines extensions qui n'ont pas de menu ni de réglage, hein, ce sont des fonctionnalités et puis c'est tout. Là pour le coup il faut aller là pour y rentrer dedans, et ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un nouveau. Et on va faire son truc, ça on s'en fiche, passer. On va lui donner un nom, ça sera le menu header pour PC. Par exemple, même pas, on peut mettre un menu header tout court. On va lui mettre un modèle pour l'entête. Et on pourrait dire qu'on veut l'afficher que sur certaines pages, mais là ce sera pour tout le site. Avec tous les utilisateurs, parce qu'on peut mettre des rôles à chaque utilisateur, ça je te l'ai pas dit, mais en gros, tu peux mettre des administrateurs, des gens qui ont droit qu'à certaines choses, par exemple, tu veux qu'il y ait quelqu'un qui soit juste dans les droits, il puisse faire que des articles de blog, il peut, ça lui évite d'avoir les accès administrateurs. On va ensuite modifier avec Elementor, alors moi je fais publier toujours avant, parce que j'ai l'impression que ça sauvegarde pas sinon, et modifier avec Elementor. Et on va se retrouver en fait sur Elementor. Et ce qui va être marrant, c'est que là en fait on va designer le header de mon site, donc le haut de la page. Donc on va faire un truc très simple pour que tu comprennes ce que je fais. Je mets un titre. Là, attends, on va faire comme ça. On va mettre une structure basique. On va lui mettre un titre. Et on va sauvegarder juste ça. Et hop, tu vois, j'ai mon menu donc traditionnel qui était généré automatiquement par le thème, il est plus là, et j'ai ajouté votre titre ici, qui est en fait l'élément que j'ai créé là. Donc ça veut bien dire qu'on va pouvoir créer le menu qu'on veut. Et pour créer un menu, rien de plus simple. Moi ce que je fais, c'est que je fais ça. On va mettre une image, et on va mettre du coup le logo. Ce logo, il est un peu grand, donc on va lui mettre une taille plus adaptée. Et bien évidemment, faudrait plutôt importer l'image toute prête, hein, avec la bonne dimension. Ça fera gagner de l'espace et du temps de chargement, parce qu'en fait, quand tu la réduis dans style, comme je suis en train de faire, hein, je suis allé dans style pour réduire la largeur de l'image, tout simplement, c'est quelque chose qui est fictif, visuel, mais en réalité, l'image, elle est chargée comme ça, quoi, par le navigateur. Et après, elle s'affiche comme ça. Donc c'est bête, ça fait perdre beaucoup de temps, c'est pas apprécié par Google pour le référencement. La largeur maximum, eh bien c'est la largeur maximum qu'on autorise à faire. Selon les écrans, du coup c'est du pourcentage, hein, donc ça veut dire que ça ne sera pas forcément fixe. Donc si tu veux que ce soit maximum tant de pixels, tu peux. Et la hauteur, ça va être quelque chose qui modifie sa tronche, donc on va pas le faire. Juste à droite, du coup, il va falloir qu'on crée le menu. Et pour ça, eh bien, on va aller chercher le menu, hein, on va pas s'embêter, et ça doit être disponible dans les onglets. On va choisir le module menu de navigation, on va le faire glisser, et on va sélectionner le menu principal, qui est le menu qu'on a créé. Ici, en fait, on pourrait choisir un peu mettre un bouton en dernier élément, c'est souvent apprécié si tu veux mettre quelque chose. C'est pas mal, mais on pourrait tout simplement faire un bouton manuellement avec Header and Footer, avec Elementor ici. On peut changer sa mise en page. Ce que je te propose, c'est de vérifier sur mobile. Encore une fois, c'est certainement le plus important. Et on voit que le menu s'affiche comme ça. C'est correct.
mais on pourrait changer le design plus en détail. Mais le but de la vidéo, c'est pas de passer du temps sur le design. Il te faudrait fouiller un peu pour connaître les différentes fonctionnalités design que tu pourras intégrer. Et puis tu t'amuses à faire la tronche du menu que tu veux. On regardera tout à l'heure comment faire du responsive avec toutes les options responsive d'Elementor. Mais là, en gros, je voulais juste qu'on ait quelque chose d'à peu près passable pour pouvoir faire une belle page d'accueil sans être trop impacté par le menu qui est un peu tout moche. Alors moi, la barre de navigation, je veux qu'elle soit de couleur noire. Donc je vais lui mettre une couleur d'arrière-plan, tout simplement. Alors pas sur le menu, mais sur la barre de navigation, qui est la section, pardon. Et on va lui mettre un arrière-plan classique de couleur sombre. Voilà. Alors mon logo, je le changerai. Et ensuite, là, on est pas mal. Voilà, mon menu est prêt. Alors on a des couleurs qui ne sont pas correspondantes entre Elementor ici et le front du site, parce que mon menu est impacté par les paramètres du thème. Donc il faudrait simplement que je mette des couleurs ici, sur par exemple les textes, etc., pour que je n'ai pas effectivement de couleurs aléatoires là. Donc je vais dans les typographies ici de mon menu, choisir une couleur. Et si je mets à jour, techniquement, on aura un texte blanc. Voilà. Alors j'ai le contact qui reste en mode bouton, mais c'est pas très grave. Hop, voilà. J'ai mon menu ici qui est pas top, j'aimerais qu'il soit plutôt à droite. Donc je vais cliquer sur mon menu ici. Ah non, c'est là, alignement, pardon. Voilà, j'ai mon menu qui est à droite. Je trouve qu'il n'est pas très centré, c'est-à-dire que l'espace vers le bas et le haut, alors ça c'est peut-être normal, c'est parce que j'ai la barre Elementor ici, il faudrait que je mette en navigation privée pour voir un peu si, non, c'est toujours pareil, j'ai un espace qui n'est pas symétrique en fait, entre le haut et le bas ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici sur toujours le module menu, on va aller dans avancer, et on va mettre une marge, on va décorréler les valeurs, et on va mettre une marge en haut, on va faire ça à peu près, jusqu'à que je considère que ce soit bon. Voilà, là ça me paraît un peu mieux, et encore, je pourrais en rajouter un petit poil. Allez hop, on met 2 pixels. Là j'ai l'impression que c'est centré quoi. Voilà pour mon menu, pour l'instant ça me va très bien, il y aura juste le logo à changer, mais ça j'irai chercher un logo en PNG pour ne pas avoir de fond, et quelque chose qui s'adapte sur un fond noir. Si ce n'est que ça, on peut passer du coup, hop, quitter à l'édition d'une belle page d'accueil qu'on va faire complètement. Je me remets dans page, bienvenue dans la piraterie, ici je peux directement modifier avec Elementor vu qu'on a activé Elementor sur cette page, et on va aller travailler cette page. Alors déjà dans un premier temps, ce que je vois c'est que j'ai le menu, j'ai le titre de ma page qui s'affiche automatiquement. Alors ça c'est un paramètre que tu peux sortir. Alors pour masquer le titre de la page, il te faut aller ici sur la petite molette réglage, et tu vas tout simplement masquer le titre. On met à jour, et comme ça j'ai juste ça. Donc là je vais tout simplement créer ma page d'accueil. Un petit call to action, ça fait pas de mal, on va mettre le Discord. Hein. Donc le Discord, ça va être un lien. Hop, voilà. Donc je mets le lien de mon Discord. Ici je vais changer son texte, rejoindre le Discord. Je pourrais mettre un petit icône personnalisé avec un SVG qui serait le logo de Discord. Bon, j'ai pas trop forcément envie de m'embêter, je vais plutôt mettre un logo sympa qui est proposé dans Elementor directement. Ici, on va pouvoir mettre peut-être une photo. On met toujours un texte alternatif. Jérémy de la piraterie. Je veux faire un site un peu en fond noir, tu vois. C'est quelque chose que j'aime bien en fait. Ça changerait. Alors soit je garde ce côté contrasté avec les textes sur du blanc et tous les visuels un peu noirs comme ça. Soit je mets tout en noir et les textes en blanc. On va essayer de faire un fond totalement noir. Ouais, c'est quand même mieux. Ah, je préfère. Ouais. Ici, du coup, on va mettre mes textes dans une certaine couleur. Alors, j'ai pas de charte vraiment bien attitrée pour le moment. Mais je pense que je partirai sur quelque chose de, voilà, comme ça. Un peu noir-bleu. Je trouve que c'est un peu innovant, un peu plus sympa.
ou alors je pouvais partir sur quelque chose de, voilà, un peu jaune-noir. À voir. Pour l'instant, je vais rester sur quelque chose de basique, et je referai le visuel graphique. Je prendrai le temps de faire des belles maquettes, de choisir ma charte graphique, pour vraiment avoir un site qui me plaît. Le but n'est pas de passer du temps, le but c'est que tu vois toutes les fonctionnalités du site. Alors le About Us, j'en veux pas. Par contre, je vais mettre ici en fait des trucs un peu plus promotionnels, par exemple. Alors là, on est sur un texte en H2, un texte titre en H3, pardon. Donc on va aller modifier un peu la typographie, pour que ce soit un peu plus petit, voilà. Et là, je vais pas mettre de texte pour le moment, mais en gros, il faudra que je le fasse. Hop. Ici, on pourrait mettre plutôt un visuel d'ebook, donc je vais supprimer cette structure, en fait. Je vais la modifier. Voilà, là j'ai la photo de mon ebook, donc on va la recentrer. Voilà, on met donc alignement, hein, centré. Le style, on va changer un peu sa taille, il est un peu grande. Le style de ma section, on va également, du coup, je veux tout mettre en noir, donc on va la mettre en fond noir. Alors ce que je peux faire directement, c'est aussi changer les réglages de la page. Là ici, je vais dans réglages directement, je vais mettre le style en noir. Comme ça, j'aurai un peu moins d'embête à changer les couleurs de fond de mes sections. Je m'embêterai moins, pardon. Alors, je ne respecte aucune règle graphique. Là, je fais à peu près à la bistolénasse, comme on dit par chez moi. Mais le but est d'aller vite. Hein, mais tu mettras toujours les mêmes typos. Je te conseillerais de le faire. Et tu peux de toute façon les paramétrer. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, tu peux l'enregistrer. Par exemple, si je veux enregistrer cette couleur-là, eh bien, je peux faire plus. Je l'appelle jaune test. Créer. Et en fait, ici, quand tu vas cliquer sur personnaliser ici, tu vas pouvoir la retrouver. Comme ça, en fait, tu prépares toutes tes typos dans les couleurs globales. Ici, tu peux même aller toutes les gérer ici. C'est dans Elementor, dans les paramètres généraux. Comme ça, tu les auras partout en fonction de ta charte graphique. Ici, je vais mettre par exemple le dernier article parce qu'on va faire un petit blog. J'aime bien écrire des textes un peu avec du style, quoi, ce qu'on appelle du copywriting. C'est quelque chose qui me plaît bien. Après, chacun a sa ligne éditoriale. Hein. Encore une fois, là, je fais ça assez vite. Mais ici, je mettrai les derniers articles de mon blog. Mais ça, on le paramétrera plus tard. Je te montrerai comment faire pour que chaque fois que tu rajoutes un article, il s'affiche ici, par exemple. Et ici, on peut mettre un petit testimonial, effectivement. Ça serait sympa. Avis client. Voilà. Et tu vois, j'ai déjà une page plutôt cool. Assez simple, efficace. Qui me permet d'avoir une structure inspirante. Bien évidemment, tout ça, aussi j'ai l'expérience de ce que je mets en avant plus ou moins et comment je fais les choses, mais en soi, si tu as les idées claires de ce que tu veux faire de ton site, ça va aller assez vite, quoi. Tu vas pas perdre trop de temps. Ce qui va être le plus long après, c'est les autres pages, le peaufinage, etc. Alors je t'ai dit de faire sur mobile, hein. Je le fais pas encore moi-même, mais tu vois, si on l'avait fait sur mobile, on s'aurait aperçu que ma tronche, elle est en bas, et peut-être que ça aurait été mieux qu'elle soit en haut quand on arrive sur le site ou pas, hein, je ne sais pas, mais peut-être que non, peut-être que oui, et on aurait vu aussi que l'image Google Ads, elle n'est pas centrée, quoi. Et ce qu'on va regarder, c'est comment faire du responsive design avec Elementor. Alors ici, avec Elementor, tu vois, sur mobile, je vois que, bon là ça va, mais qu'ici, mon Google Ads, là, mon petit book, il n'est pas centré. Sur PC, il est ici, il est bien, hein, mais sur mobile, ça ne me va pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer en fait sur mon image, et ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit centré. Alors le problème, c'est qu'encore une fois, il ne l'est pas. Je vais cliquer sur ma colonne ici sur mobile, et en fait, il faut que ma section de colonne soit à 100%, parce que là, elle est à 50%, c'est pour ça que mon image, elle a l'air d'être à gauche, parce que la largeur ne prend pas 100% de la page. Donc ce qu'il va falloir faire, on augmente la taille ici à 100%, mais en gros, la bonne pratique, c'est de ici cliquer sur mobile, et dire voilà, je veux faire du mobile, et sur mobile, je veux qu'à gauche, effectivement, voilà, on ait un espacement qui me permette de la centrer. Alors, et tu vois, sur tablette, c'est bizarre, quoi. La taille de l'image, elle est trop grosse. Donc on pourrait aussi régler la largeur de ma tronche, là, pour que ça soit un peu moins gros. Et voilà, l'image Google Ads, elle est vraiment mal implantée. Franchement, j'aime pas ça. Donc on va aussi essayer de traiter ce problème. Là, ce que je trouverais qui serait bien, c'est qu'on ait l'image en dessous de télécharge le dernier ebook. Alors comment on va faire ça? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais copier, clic droit, copier, et je vais faire clic droit, coller juste là, voilà.
et je vais faire glisser cette image là où je veux, donc je l'ai en double, hein, tu vois, elle est doublée, mais ici je vais la désactiver, donc je vais cliquer sur avancer une fois que je suis sur ma colonne, hein, pas l'image, et je vais aller dans avancer responsive, et on va la masquer sur tablette, hop, et sur mobile. Comme ça on n'aura plus de problème avec ça. Cependant, il va falloir faire l'inverse pour celle-ci. On va faire avancer, responsive, et je vais la masquer uniquement sur ordinateur. Comme ça, j'ai vraiment plus de problème. Je vais régler celle-là et point. Comme ça, ben, je n'aurai plus de soucis. C'est-à-dire que là, alors j'ai dû faire l'inverse, parce que là, normalement, elle est censée être activée, celle-là, et pas celle-là. Ah oui, non, mais ok, je me fatigue moi-même. J'avais masqué dans l'image et dans la colonne, c'est n'importe quoi. Donc celle-là, on a dit qu'on l'a masquée, ça sert à rien de masquer l'image et la colonne, quoi. La colonne comprend l'image, donc tu t'occupes de la colonne, et puis voilà. Donc l'image, on la masque sur tablette et mobile, et celle-ci, on la masque que sur PC. Et là, c'est pas la colonne, hein, c'est juste l'image. Voilà. Alors ce qui est nul, c'est qu'on... Enfin, ce qui est nul, mais d'un côté c'est bien, parce que là on la voit grisée, mais on voit pas finalement la vision finale de la page. Alors du coup, on va aller voir la page d'accueil sur le site directement en front, et on voit bien que ben, j'ai pas l'image là. Et si je fais F12 sur mon clavier, et que je regarde, en cliquant ici là sur le device toolbar, je me mets en responsive, et que je me mets sur iPhone, et que je refresh ma page, on voit bien que j'ai mon image qui est en dessous de télécharge le dernier ebook. Elle n'est pas centrée, il suffira juste qu'on la centre. Donc pour ça, on va se mettre en responsive, on se met sur mobile, on clique sur l'image, contenu, et on la centre. Elle est un peu grande, on va changer la largeur ici. Alors attention, quand tu changes les largeurs comme je fais là en fait actuellement, tu vois comme ça fout un peu des bordels, et même la qualité descend. Donc il vaut mieux que tu mettes directement l'image à la bonne largeur encore une fois, sinon tu fais avec les pixels comme ça t'évitera d'avoir des images floutées, parce qu'en fait WordPress va les compresser pour que justement ça n'atteigne pas la performance, mais du coup c'est pas top quoi, en termes de visibilité, c'est moche. Et donc tu as bien compris que chaque élément possède finalement, alors pas tous, hein, tu vois, il y a des trucs que tu peux pas changer parce que c'est normal, mais la plupart des éléments possèdent la possibilité d'être modifiés sur mobile, tablette, ordinateur, et si vraiment tu n'y arrives pas, comme j'ai pu avoir le cas ici, parce que bah, tu peux pas changer l'emplacement d'un élément si c'est sur mobile ou PC, là pour le coup c'est pas possible directement sur Elementor, et bien tu le masques sur mobile ou PC ou tablette, et tu en crées un autre que tu masques à l'inverse, comme ça, bah, t'as pas de souci, et tu gères pas chaque élément, mais tu gères juste l'élément en question, tu le masques ou pas. Mais si par exemple, j'aurais voulu modifier, je ne sais pas, un élément typographique de ce texte, la taille, ou la hauteur de ligne qui correspond à ce genre de truc là, uniquement sur PC ou tablette, eh ben je peux totalement le faire, comme tu peux le voir. Donc c'est plutôt cool, ça permet vraiment de customiser au maximum chaque élément du site, et qu'il soit ce qu'on appelle responsive, qui s'adapte ton site sur toutes les interfaces. Alors petit peaufinage, je t'avais dit qu'il fallait que les largeurs de page soient de 1366 pixels, donc c'est ce qu'on va faire. Ici, ben en fait, tu vois, peu importe la largeur d'écran, mon site il va avoir la largeur maximale en fait de l'écran. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est tout simplement aller sur les sections directement, et directement sur la section, on va sélectionner une largeur encadrée de 1366 pixels. Voilà, bah, tu vois, sur un grand écran comme là, ben, ça rentre, mais si on allait plus loin en largeur, tu vois, ben, hop, la largeur ne suit pas la taille de l'écran, mais si ça se réduit, ben oui. Donc on a une largeur maximale de 1366 pixels, et ça c'est ce qu'il faut. Selon moi, pour que ton site s'adapte vraiment bien. Donc le truc, c'est qu'il faut que ce soit toutes tes sections, hein, qu'il faut qu'ils soient comme ça, donc à chaque fois, pense-y. Voilà, on a bien avancé sur notre petit site web.
Je suis plutôt satisfait, j'aime bien le design, même si ça a été fait très simplement, hein, je dis pas, hein, mais c'est ce que je voulais personnellement, et ce qui correspond aussi à la plupart des entreprises, quelque chose de simple, light, qui s'adapte bien sur mobile, avec les onglets principaux, point. Je fais un petit récap, là on a bien avancé, et on va passer sur un peu de detailing, mais, comme j'appelle, mais là on a installé un site, sur un hébergeur, on a notre domaine, on a installé WordPress, on a mis le thème qui va bien, Elementor, on est capable de créer des super pages, de le faire sur mobile. Et on a fait un menu, on a mis le logo. Alors on n'a pas fait le footer de page encore, mais ça on se le fera plus tard. C'est exactement de la même façon que le menu d'en haut, hein, tout simplement. Et on va aller donc ajouter des extensions qui sont pour moi le pack d'extensions évident pour que ton WordPress soit beaucoup plus sécurisé, qu'il ait des fonctionnalités de référencement naturel, des fonctionnalités de sauvegarde et d'optimisation. Il te faudra ajouter d'autres extensions, il y en a plein, et je t'invite à aller voir ma vidéo dédiée sur le sujet, qui s'appelle le pack d'extensions, Starter Pack d'extensions WordPress, dans laquelle je te partage pas mal d'extensions. Il y en a 7 ou 8, si je dis pas de bêtises, qui sont très importantes, je pense, pour développer ton site et avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Tadam! Voilà, j'ai toutes mes extensions installées, donc si tu veux les voir, là tu les as sous les yeux, tu peux faire pause et les ajouter, mais dans tous les cas, si tu regardes la vidéo que j'ai faite, c'est les mêmes. Comme ça, tu auras un bon starter démarrage, et le problème c'est que si je t'explique toutes les extensions, on va rajouter demi-heure à la vidéo, c'est pas le but. On va faire une fonctionnalité extrêmement importante qui est le formulaire de contact. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la page contact, et on va la modifier avec Elementor, toujours. Alors tu verras que nativement, c'est pas gratuit le formulaire de contact, c'est dommage, un formulaire, donc il faudra que tu aies l'extension payante d'Elementor, donc tu pourras utiliser le formulaire d'Elementor, mais moi je te déconseille de partir sur celui d'Elementor dans tous les cas. On va laisser la page contact ouverte et on va ajouter une extension. Bon, pour le coup, là je vais te montrer une autre extension que je vais ajouter spécifiquement pour créer un formulaire de contact. C'est une extension, il en existe d'autres, pour moi c'est la meilleure, c'est NinjaForm, qui va te permettre donc de créer des formulaires, tout simplement, à ta guise, et donc créer des formulaires de contact et récupérer des informations aussi de tes contacts, de gens qui veulent prendre des informations, faire des devis, être rappelés. C'est la fonctionnalité la plus utile d'un site web en fait, si on réfléchit. Donc moi j'utilise NinjaForm, qui va pouvoir t'ouvrir plein de portes. Moi j'ai le module payant, alors là que j'ai mis en gratuit sur ce site, mais je l'ai acheté, c'était une extension qui a vraiment plein de possibilités. Donc c'est une extension qui est gratuite, mais avec des limites. Si tu veux ajouter des fonctionnalités, ben voilà, en fait, il faudra que tu payes. Donc là, ben, je crée un formulaire dans NinjaForm. Donc hop, tout simplement, et tu vois, c'est un peu comme Elementor, mais c'est dans NinjaForm. C'est donc dans l'extension, je crée le formulaire. Hop, submit, ben, je vais mettre envoyer. En cours. Ça c'est le petit message qui s'affiche une fois que tu as écrit, que tu as appuyé sur le bouton en fait. Là j'ai créé un formulaire de contact que j'appelle Contact Me. Dans email et action, eh bien, je vais pouvoir envoyer l'email de confirmation. Donc là par défaut, ça va aller sur le mail de l'administrateur. Mais tu pourrais ici changer en fait les notifications que tu veux recevoir quand tu as un nouvel email de ton système, et après NinjaForm t'enregistre lui directement les contacts qui ont fait des demandes. Donc là j'ai publié le formulaire, et là tu vois tu as un petit trombone là, tu cliques dessus, tu copies ce qu'on appelle un shortcode en fait. Ça va te permettre de l'utiliser où tu veux dans ton site. Parce que pour rappel, hop, je suis allé peut-être un peu vite pour le coup là sur NinjaForm, mais j'ai ajouté NinjaForm comme extension, ça a ouvert un menu ici qui s'appelle NinjaForm, dans lequel j'ai différents formulaires que je conçois dans NinjaForm et qu'après je peux utiliser où je veux grâce à ce qu'on appelle les codes courts, les shortcodes en anglais. Donc je copie le truc avec les crochets et je vais sur ma page. Donc là on va aller sur la page contact pour intégrer le shortcode. Tu vois, c'est juste ça, il n'y a rien de compliqué. Modifier avec Elementor. On va donc arriver sur une page vide dans laquelle on va mettre, là je vais mettre une structure basique juste pour te montrer comment ça fonctionne. On va y ajouter un module qui s'appelle le module code. Alors il y a même le module code court si tu veux, donc à la rigueur c'est plus adapté peut-être. On va coller le code court de NinjaForm, on met à jour et tu vas voir le formulaire, il devrait s'afficher quand je vais sur la page. Donc on va cliquer ici, voir la page. On va attendre que ça sauvegarde bien, voilà.
Et tadam, voilà, j'ai un formulaire de contact. Et là, si je me fais un test, je vais le recevoir sur ma boîte d'admin, qui est la boîte en fait de mon adresse email de Infomaniac, parce qu'Infomaniac a automatiquement mis mon adresse email comme admin, mais je peux changer cette information dans les réglages ici. Si tu vas dans Réglages général, tu pourras changer l'adresse de l'administrateur, ou directement dans NinjaForm. Je reviens sur mon formulaire ici, hein, et je peux, clac, aller dans email et actions, et je vais pouvoir aller changer ici l'email. Je peux mettre directement l'email de quelqu'un d'autre, ou voilà, l'email de ton client, comment ça se met en forme. Ici, c'est les champs que tu veux afficher. Donc là, c'est automatique en fonction de ce que tu as rempli là-dedans. Et si je voulais rajouter d'autres champs, ben, c'est comme Elementor, tu cliques sur plus, tu peux mettre des champs, adresse, ville, des paragraphes de texte, pays, code postal, image. Et après, voilà. Le but n'est pas de faire un cours sur NinjaForm, mais vu qu'il est hyper simple, il fallait que je te le montre parce que tu vas gagner pas mal de temps. Une fois que tu as fait ça, quand tu vas aller dans Entrée, ben, tu vas retrouver les dernières demandes de contact que tu as sur le site. Donc là, si je vais sur mon site Contact, je vais faire un test, voilà. Voilà, donc là j'ai complété le formulaire pour tester, j'envoie ça. Ici on a un message qui reste en anglais, mais ça se paramètre dans NinjaForm, dans les paramètres du formulaire. On va le faire tout de suite si tu veux. Et si j'actualise ici, je vais devoir normalement, hop, si je vais sur Contact Me, j'ai bien une demande de Monsieur Pirac, Test Pirac, voici mon message, qui a été réceptionné, et j'ai même reçu par email en fait la notification. Ici, ben, si je veux aller modifier certaines choses comme le message de succès, ça va être le success message ici. Ben, voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc on a des codes courts qui correspondent aux informations des contacts. Si par exemple tu mettais prénom, eh bien ici ça irait chercher le champ prénom, et s'il a mis ben, Jérémy, ben, ce sera un email. Ben, là on pourrait mettre comme ça. Nous avons un message bien reçu. Donc là, ça dirait ben, Jérémy, message bien reçu. Par exemple. Le formulaire de contact qui est ben, le Saint Graal hein, d'un site web, entre guillemets, pour certaines entreprises, c'est d'avoir des gens qui laissent leurs coordonnées. Donc là, avec ça, il n'y a rien de plus simple. Je vais te montrer comment on intègre une adresse avec une carte Google Maps directement sur ton site. On va l'intégrer sur la page contact. Donc par exemple, je prends au hasard, hop, disons que je veux montrer que j'habite à cet endroit, donc je sais pas, voilà, la boulangerie des Chantalou, désolé si vous voyez cette vidéo, mais en gros, ici je choisis une adresse Google Maps, je clique sur partager, je clique sur intégrer une carte, et je vais copier le contenu donc du iframe, ici, donc je pourrais même customiser certaines choses, mais ça on va le faire nous-mêmes. Je vais aller donc dans mon Elementor, modifier avec Elementor, la page donc contact, donc tu as vu directement du front, tu peux cliquer sur modifier avec Elementor, pour modifier ton contenu. On va mettre le module code HTML ici, on va le glisser, je vais le mettre en dessous du formulaire. Ou quoique non, on pourrait faire un truc plus sympa, on va mettre ça côte à côte, c'est-à-dire que je vais créer une nouvelle section avec deux contenus comme ça. On va mettre le formulaire de code de contact là, et la map on va le mettre à gauche. Et ici donc le code HTML, je vais le mettre à gauche. Ce code HTML, je vais le coller, donc c'était le code que j'ai pris de Google tout simplement, et puis voilà. Et après si tu veux changer la largeur de ta carte, tu as juste à changer ici width et height, c'est dans le code en fait. Width c'est la largeur et height c'est la hauteur. Voilà, elle est pas mal, donc je vais la laisser comme ça, mais si je voulais par exemple qu'elle fasse 1600 de hauteur, ben, je pourrais, quoi, mais ça n'a pas de sens. Si je voulais baisser un peu la largeur, la hauteur, pardon, je peux aussi, quoi. Donc là, on va sauvegarder, on va voir ce que ça donne aussi sur le site en front. Mais normalement, ça s'affichera comme ça. Donc le formulaire NinjaForm, tu as vu, il a du mal à afficher parce que c'est un shortcode, quoi. Ça appelle le formulaire de l'extension NinjaForm. Donc c'est pas forcément facile pour lui de l'afficher. Bon, là, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'est pas super bien centrée, donc on va bien la centrer. On va descendre un poil la carte pour qu'elle soit plus adaptée, pardon. Donc on va aller sur la carte directement, le petit stylo, avancer, et on va lui mettre une hauteur. Donc on va décorer les valeurs. On va lui mettre une hauteur, je pense que là on est pas mal. Mettre à jour.
Et bien sûr sur mobile first. Alors voilà, là c'est à peu près mieux quoi. Disons qu'il faudrait qu'on change la hauteur peut-être pour que ça s'adapte pile poil là à ça, mais bon, j'ai pas envie de peaufiner encore une fois, c'est pas le but. Ici on a contact qui s'affiche, donc tu te rappelles, hein, réglage, et on masque le titre de la page. Ça sert à rien d'avoir le titre de la page alors que on peut le mettre nous-mêmes si on a envie de le mettre. Et si tu veux l'avoir, tu l'auras comme ça, c'est très bien. Donc là, j'ai ma carte Google Maps directement dans mon site sans rien faire, donc ça c'est plutôt cool. On a oublié de faire un petit truc, c'est juste de mettre le lien sur le logo, c'est un peu bête quoi. Donc on va revenir sur Header and Footer, apparence, Elementor Header and Footer, on va modifier avec Elementor le header, et on va mettre un lien sur le logo pour qu'on puisse accéder à la page d'accueil quand on clique dessus. Donc je vais mettre lien URL personnalisé, je vais mettre juste un slash. Le slash c'est la page d'accueil en fait. Et donc techniquement là si je clique sur le lien, voilà, hop, quand je clique ici j'arrive bien sur la page d'accueil. Donc ça c'est parfait. Pour l'instant j'ai pas fait mes pages formation, ni les pages blog, tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lien encre. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur formation, j'ai envie que ça m'amène sur cet endroit de la page et pas sur une autre page formation. Parce que j'ai pas fait la page ou parce que j'ai pas envie, je veux que ce soit ce qu'on appelle une one page, où on navigue dans la page directement de par le menu. Donc pour ça, il faut faire ce qu'on appelle des liens encre. Donc je vais faire une petite manip, tu vas voir, je vais éditer la page donc d'accueil directement, et je vais aller sur la partie section formation. Donc dans la section directement, on pourra aller sur n'importe quel élément. Donc là, je vais sur la section parce que je veux que quand on clique sur formation, hop, ça descende, flop, et que ça s'arrête sur la section, que le haut de ma page s'arrête là. Donc je vais aller ici, et je vais aller sur avancée de la section, et je vais lui mettre un ID. Donc je vais l'appeler formation. Voilà, juste, j'ai mis un texte, je mets à jour. Et désormais, on va juste devoir aller on va se retrouver donc sur le back-office. On va aller dans apparence menu, on va aller modifier notre menu, parce qu'il faut que quand on clique sur formation, eh bien, on arrive bien sur ça et pas sur une autre page. Donc là, je vais supprimer cet élément du menu qui amène sur la page formation, parce qu'elle existe, hein, mais il n'y a rien dedans. Je vais créer un lien personnalisé, où je vais, en fait, au lieu de mettre un HTTP, un lien de page, je vais faire hashtag formation. Voilà, alors je ne sais plus si j'y mets un S ou pas, on va le voir de toute façon, et je vais l'appeler formation. Donc ça sera exactement pareil visuellement, sauf que ça enverra vers ce qu'on appelle un encre. Voilà, c'est ce qu'on appelle un encre, de faire un hashtag comme ça, et tu vas voir quand je vais cliquer sur formation, paf, je descends, et bien oui, ça fonctionne très très bien, hein. Je descends sur formation. Donc je mets sur la section, dans la division, donc ce qu'on appelle l'ID, le nom que je veux, donc là c'était formation, et dans le bouton, après j'aurais pu mieux faire un bouton ici ou ailleurs, hein, peu importe sur la page, et bien je mets hashtag et le nom de l'ID que j'ai choisi, et paf, ça m'a envoyé au bon endroit. C'est exactement le même principe quand tu as une flèche pour remonter sur la page. En fait, tu mets un ID ici, je sais pas, tu l'appelles top, et tu mets en bas un petit bouton remonter en haut de la page, paf, et tu mets l'ID top comme lien avec le hashtag. Il reste juste un dernier élément, c'est que blog, eh bien, c'est une page qui est vide. Bon, ok, bon ça c'est pas grave, parce qu'on n'a pas fait d'article. Et du coup, comment on fait pour faire un blog sur WordPress? Parce qu'à la base c'est fait pour ça, et là je suis en train de faire un site totalement pas du tout un blog. Ben, tant mieux, hein, parce que WordPress, le but c'est de le modifier dans sa structure grâce à Elementor ou autre pour faire ce qu'on veut. Et donc là je vais faire un blog dans WordPress, dans mon site, donc je vais utiliser le système d'articles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer des articles là pour le test, hein. Donc je vais ajouter un article, je vais l'appeler test 2. Là j'ai 3 articles, ça me paraît pas mal. Et le but du jeu, c'est qu'on ait une page qui recense tous nos articles, comme c'était nativement sur WordPress, tu te rappelles, la page de base d'accueil. Et donc moi, ça doit être la page blog. Alors, on va aller du coup sur la page blog, voilà, tout simplement. Donc on va aller dans page, toutes les pages. On va aller modifier la page blog, et on va activer Elementor dessus. Le module post. Et oui, c'est vrai que le module post, il est payant. Donc, comme j'ai l'habitude de l'avoir en full Elementor, du coup, voilà, ça aurait été bien de mettre le module post, mais bon, ça aurait été trop facile. Donc ce qu'on va faire, il n'y a pas de souci, on va piraquer le truc. On va modifier avec l'éditeur de WordPress ici, pof, continuer, oui, je viens avec WordPress, et finalement on va utiliser Gutenberg pour cette fois-ci. On va tout parcourir ici, et on va aller chercher ce qu'on veut. On va cliquer sur dernier article, et ce module-là, on clique dessus,
Et c'est comme Elementor, de toute façon, Gutenberg. On va mettre contenu de la publication, non. On va pouvoir peut-être afficher date, l'image. On va peut-être remettre ça en forme différemment. Et en fait, avec Elementor, tu pourrais faire quelque chose de beaucoup plus joli si tu achetais Elementor en pro. Tu aurais les articles côte à côte et tout, tu pourrais tout designer. Mais c'est pareil, c'est la même fonction, j'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment mort d'homme. Si tu fais comme ça, le but c'est que ça fonctionne. Donc là, si je vais dans blog, eh bien j'ai tous mes articles qui se mettent à la suite. Le seul truc que je peux pas faire du coup, c'est ici, mettre les derniers articles automatiquement. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse des liens manuels, quoi. On pourrait faire pareil avec les formations, et pour ça serait pas des articles. Il faudrait que tu fasses des custom post type, et pour ça, je t'invite à regarder ma vidéo dédiée. Puisque cette vidéo t'explique comment faire des custom post types si tu veux par exemple, je sais pas moi, présenter toutes tes dernières réalisations, ce genre de truc, et tu veux pas que ce soit mélangé avec le blog, parce que c'est un élément à part, et tu auras une structure de lien aussi avec slash, mais moi ce serait slash formation, slash, formation 1, formation 2, formation 3, avec chaque post qui est vraiment indépendant, une structure de post totalement différente aussi. On est arrivé, disons, aux limites d'Elementor en gratuit, et de toute façon, on a fait exactement ce que je voulais, pour vraiment que tu aies un site professionnel avec les fonctionnalités essentielles, la capacité de faire un peu ce que tu veux. C'est pas optimal parce qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus automatisées, beaucoup plus stylées, avec plein d'éléments et de fonctions. Effectivement, il faudra que tu prennes Elementor Pro. Donc si tu veux Elementor, je t'invite à passer dans la description, à cliquer sur le lien de parrainage. Ça y est, on a vraiment bien travaillé le site, je trouve, de A à Z de façon hyper efficace. T'as vu, c'est pas hyper compliqué. Bien évidemment, moi je sais exactement ce que je fais, mais le but c'était ça, c'était de te montrer exactement ce qu'il faut faire dans l'ordre. Laisse-toi porter par le tutoriel si tu veux vraiment le refaire, que tu l'as pas fait là, à ce moment-là. Fais le site comme moi, regarde où je clique, etc. Ça permettra d'avancer tout en manipulant le site, et après tu commenceras à vraiment prendre la main et à sentir que tu es vraiment à l'aise et que tu vas aller plus loin dans ton customisation. Bien sûr que tu vas passer plus de temps que moi qui a l'habitude à faire le responsive design, à trouver les choses à droite à gauche parce que j'ai des réflexes, mais le problème il n'est pas là, chacun va avoir le temps qu'il veut. Le but c'est que tu le fasses toi-même et qu'à terme tu sois vraiment à l'aise et que tu puisses développer vraiment ton business avec le web. Et ça, si tu sais pas faire ça, tu n'y arriveras pas. Que ce soit pour faire des landing pages pour tes campagnes de pub, que ce soit pour pouvoir faire des fonctions sur ton site, faire du référencement naturel. Si tu veux te lancer à ton compte avec Elementor et WordPress, tu vas vraiment gagner un temps monstre et du coup pas mal d'argent, puisque tu vas pouvoir faire le site de n'importe quelle entreprise, et à partir de là, tu peux te lancer sans problème. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, si tu aimerais que je fasse des vidéos spécifiques sur des choses qu'on n'a pas vues là-dedans ou qu'on n'a pas assez vues, pas assez regardées, dis-le-moi en commentaire. Et sinon tu t'abonnes et tu vas voir, il y a plein de contenus qui vont arriver, tout ce qu'on n'a pas vu dans la vidéo. De toute façon, j'ai tout un planning éditorial vidéo prêt à déployer qui va arriver peut-être même en même temps que cette vidéo là. Et je te dis au prochain épisode.